Les arbalétriers, c'était quand même une élite à l'époque. L'arbalète avait quand même un impact assez fort psychologiquement au niveau des champs de bataille. L'arbalète est une arme très puissante, très redoutée. La vitesse maximale est d'environ 100 mètres secondes pour un carreau, qui va nous donner une puissance d'environ 35 kg/m, soit la puissance d'un 9 mm Parabellum, donc d'une arme moderne, mais avec une pénétration bien meilleure. Bonjour, je me présente, je suis Christophe Zanotto, plus communément appelé Jean d'Arverne, seigneur de Forez et maréchal des armées au niveau médiéval. Je suis donc également capitaine de la compagnie des chasseurs de dragons de Sedan, qui est une compagnie spécialisée dans le tir à l'arbalète. Ma formation est donc le tir FFT cette fois-ci, donc arme de poing, donc arme à poudre moderne. Et j'ai donc arbitré aussi au niveau match et field de l'arbalète. C'est ce qui m'a donné l'impulsion pour me diriger vers le Moyen-Âge. Je me suis intéressé à cette arme donc, par le biais du tir toujours, et aussi parce que je suis assez fan de balistique, que j'ai beaucoup utilisé car je suis un ancien tireur silhouette métallique, donc toujours arme de poing, où la balistique est très importante. Et ça m'a beaucoup intéressé au niveau de l'arbalète car c'est quelque chose de très complexe. Et donc aussi, oui, la première impulsion, c'était quand mon père m'a fabriqué ma première arbalète, je devais avoir 10-11 ans. L'arbalète est effectivement une arme beaucoup plus récente que l'arc, qui lui était effectivement utilisé dès la préhistoire. L'arbalète est plutôt apparue sous l'Antiquité, notamment en Chine. Donc les toutes premières étaient simplement 2 demi-arcs avec un pseudo-arbrier au milieu. Donc cette arme était utilisée, on mettait les 2 pieds sur les demi-arcs et il suffisait de tendre avec les mains. Il n'y avait pas de système de décoche. On va dire que ça c'est la plus ancienne, mais on aurait trouvé vers une arme datant de 221 avant Jésus-Christ, donc qui serait un shukunu, donc toujours en Chine, donc qui est une arbalète à répétition. Donc déjà à l'époque assez évoluée quand même. Ça c'est le shukunu. Shukunu. Donc c'est chinois, ça date entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc là on a retrouvé des vestiges d'un shukunu en 221 avant Jésus-Christ, donc en Chine. Donc ici la particularité c'est qu'on va avoir une arbalète à répétition, donc on va pouvoir manœuvrer comme ceci. Elle vient chercher la corde, ensuite ça lâche le carreau, on réarme, voilà. Donc ça c'est pour le shukunu. Donc on pouvait tirer entre 5 et 6 carreaux en une dizaine de secondes. Donc les carreaux sont en bambou comme l'arme complète. Le bambou évidemment pousse très facilement en Chine. Donc ils rajoutaient souvent des pointes, mais sinon la plupart du temps elles étaient juste empoisonnées. Pour pallier au fait que l'arme a une cadence de tir assez élevée, mais par contre n'a pas beaucoup de puissance. Voilà. Donc elle a été utilisée encore au 19e siècle pendant la guerre sino-japonaise. Plus proche de nous, toujours, on va trouver en Grèce, cette fois-ci le gastrophète qui est à peu près dans la même période, donc plus près du 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais une arme donc, qui n'est non pas à répétition, mais avec des qualités balistiques bien meilleures, puisque c'est une arme où on peut régler la puissance en fonction de la distance. Donc avec un système de petites crémaillères
Donc en Europe, on va trouver le gastrophète toujours, qui est utilisé par les Grecs et les Romains, donc toujours à l'Antiquité, entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Pas spécialement répandu, on va dire, et surtout ça a été oublié après, puisqu'on va retrouver les traces de notre première arbalète en France, aux alentours, une arbalète qui daterait de l'an 1000. Donc il y a quand même un fossé de 1300 ans minimum entre ces deux armes qui ne sont pas du tout évoluées de la même manière. Donc on va revenir maintenant donc, sur le gastrophète, donc, qui est grec, et qui a été utilisé aussi par les Romains dans la même période. Alors c'est une arme assez évoluée, de par le fait qu'on peut régler la puissance en fonction de la distance de tir. Généralement l'arc faisait 2 fois le poids de la personne. Donc par exemple, pour moi je fais 70 kg, on aura un arc de 140 kg de tension, soit 280 livres en moyenne. Donc simplement, donc, d'où son nom gastrophète, on vient l'appuyer au niveau de l'estomac, et on vient simplement pousser, et on peut régler donc la puissance sur la crémaillère, qui est ici. Donc là on n'est pas à fond du tout. Et le tir s'effectue de la même manière, toujours au niveau de l'estomac. Donc évidemment on ne peut pas viser, c'est un tir dit balistique, en cloche, qui va permettre de faire un tir de masse et de suppression dans des lignes ennemies. Donc on peut mettre un carreau dedans. Comme ça, normalement c'est des carreaux de baliste. J'ai fabriqué une baliste. Je me dis je vais les essayer sur le gastrophète, voir ce que ça donne. Donc attention, je vais tirer. Ben, ça marche plutôt pas mal. L'arbalète s'est répandue plus ou moins, enfin plutôt moins que plus à l'Antiquité, vu que c'était quand même un usage pas très courant. Les gastrophètes étaient relativement lourds. Ensuite, ça a été perdu, on a perdu ce savoir et on l'a redécouvert vers l'an 1000, avec notamment la charavine, qui était très rudimentaire par rapport à toutes ces armes de l'Antiquité. Et après, elle s'est diffusée, donc, notamment en France, au XIIe et XIIIe siècle, malgré certaines interdictions, notamment par l'Église. Mais ça n'a pas empêché Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste d'avoir quand même beaucoup d'arbalétriers dans leurs troupes. Donc c'est une charavine, donc, qui date de l'an 1000, la première arbalète française. Donc c'est vraiment rudimentaire comparé au gastrophète, donc qui a un tir balistique très évolué, ou le choucounou qui lui va avoir un système à répétition. Et là on est vraiment sur du basique. On n'a vraiment pas de détente, c'est vraiment un bout de bois. Moi j'appelle ça comme ça. Ensuite ça évolue un petit peu au XIe siècle. Donc on est toujours sur le même principe de l'arc en bois, mais avec une détente un peu meilleure. On est toujours sur un système de levage de la corde, donc qui va créer au moment de la décoche plutôt une frappe du carreau, car la corde n'est pas au contact du carreau, donc ce qui va amenuiser la puissance. Donc l'arc est toujours en bois, pas d'étrier, donc il faut mettre les 2 pieds dessus pour pouvoir la charger. Ensuite on a gardé le même système, mais avec des arcs dits composites, donc un mélange de bois, de cornes, qui lui donne plus de résistance. Et c'est là qu'est apparu l'étrier, de manière à ne plus mettre les pieds sur l'arc. Ce qui n'est pas forcément bon, parce que ça peut l'abîmer. Et on a aussi moins de force. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que ici notre corde n'est pas en contact avec le carreau. Donc dès qu'elle va monter, elle va venir frapper. Et ça enlève 50% de puissance directement. Alors l'évolution principale, cette fois-ci au XIIe, XIIIe et après, ça va être surtout l'évolution niveau balistique.
car les protections deviennent de plus en plus efficaces côté ennemi, enfin de tous les côtés d'ailleurs. Donc il faut quelque chose de plus performant pour perforer toutes ces protections. Donc on va s'orienter vers des systèmes beaucoup plus puissants, des systèmes de visée aussi plus performants et des systèmes de chargement aussi. Donc une arbalète est constituée donc, de sa pièce principale, ce qu'on va appeler l'arbrier. Donc c'est la pièce de bois qui est au milieu, donc ce qu'on appellerait l'affût sur une carabine actuelle. Donc évidemment l'arc, qui va être composé de différentes matières suivant les périodes. On peut partir du bois jusqu'au le dit composite, donc bois et corne, puis tout ce qui est ferreux, avec des arcs beaucoup plus puissants. Élément principal aussi, la noix, donc cette pièce qui va servir à retenir la corde, ce qui va permettre au tireur de pouvoir viser plus longuement qu'avec un arc, et le système de détente que l'on appellera une clé à cette époque, donc qui sert à libérer la noix et donc provoquer la décoche. Alors les matériaux utilisés, je dirais que, bon je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais ça va être souvent du frêne. Surtout on n'utilisera pas de bois dur comme le chêne, par exemple, qui est un bois lourd, et qui a une tendance à crevasser, ce qui pourrait affaiblir la structure de l'arbrier. C'est un bois qui est trop rigide, donc qui pourrait casser aussi au niveau du départ de la décoche, et donc ne pas absorber l'onde de choc comme il faut. Au niveau des arcs, donc, on retrouve toujours le fer, le bois ou le lamellé collé. Et au niveau des noix, on va être plutôt sur de la corne, donc quelque chose d'assez finalement fragile. On n'utilise pas trop encore les matériaux ferreux sur les noix, bien plus tard, plutôt au XVe siècle. Alors toutes les pièces métalliques sont faites évidemment à la forge. C'est assez difficile de forger quelque chose et tout en gardant l'élasticité, c'est quelque chose de complexe au niveau forge. Après tous les autres éléments, donc hors élasticité, donc, comme par exemple la clé, ça c'est quelque chose d'assez facile à fabriquer. On n'a pas retrouvé d'arbalète entièrement métallique, du moins pas que je sache, mais je n'en vois pas l'utilité. Déjà, le fer était quand même quelque chose d'assez cher, donc on l'utilisait au minimum. Et de plus, ça aurait été une arme très lourde, et il y aurait toujours le même problème de résonance, enfin là surtout de résonance, au moment du départ du coup, avec cette fameuse onde de choc. Au niveau des carreaux, il y avait différents modèles, différentes longueurs en fonction des époques et du type d'arme utilisée. Quand on parle de carreaux, c'est ça. Et on appellera toujours, quelle que soit la forme de la pointe de ce carreau, on l'appellera toujours un carreau. Alors pourquoi ? Simplement parce que sa pointe est une pyramide de base carrée. En moyenne, le carreau mesurait 21 cm, il pouvait aller jusque 25. Et plus récemment, donc au XVe siècle, avec notre ancêtre de la balle, donc le carreau court à longue queue, qui lui était entièrement ferreux, ne mesurait que 10 cm. Donc pour, au niveau balistique, éviter ce phénomène de traînée qu'on appelle le foc, que l'on va retrouver énormément sur les types de flèches d'arc, car elles sont très longues. Et donc forcément, elles vont, au moment du passage de l'énergie de la corde au niveau de la flèche, ça va créer une ondulation. Et cette ondulation va durer sur plusieurs mètres, et ce qui va absorber de la puissance et faire perdre de la précision. Phénomène que l'on n'a pas avec le carreau, même s'il fait 20 cm, car on est déjà beaucoup plus compact et plus gros en diamètre. Donc ici par exemple, c'est le carreau qui était utilisé dans le gastrophète, donc qui est l'arme qui est toujours ici. Donc elle est plus longue parce que l'arbrier est assez long. Ensuite, nous avons donc ce qu'on appelle les points de chasse. Donc une feuille de saule, une pointe de chasse. Donc c'est des pointes plates, assez faciles à fabriquer, tranchantes, donc ce qui sert surtout pour la chasse, donc ce qui permet de couper les artères, enfin voilà. Alors on a différentes pointes, donc ça c'est la plus usuelle, c'est très compliqué à fabriquer vu que c'est un carré, c'est pas évident à la forge, mais elle offre balistiquement quelque chose de correct, une bonne pénétration. On a ensuite les barbillons. Donc le barbillon, c'est cette espèce de pointe donc dite à barbelure, donc ancêtre du mot barbelé, donc qui va simplement, une fois rentrée, s'accrocher dans les tissus, donc dans les tissus humains, et si on veut la retirer, ça arrache un peu tout.
Et ce qu'ils faisaient bien souvent au Moyen-Âge, c'est qu'ils ne collaient jamais leur pointe. Donc quand on tire, ça reste dedans, ça fait une gangrène ou une septicémie. On a aussi ce genre de pointe, qui n'en est pas une vu qu'elle est plate, donc c'est un matras ou un goujon. Ça servait à désarçonner les chevaliers. Donc évidemment on ne va pas chercher à le tuer, juste le faire tomber de son cheval, ce qui permettra ensuite de le récupérer et de rançonner sa famille. On a aussi ce style de pointe. Donc ça c'est un tranchoir ou coupe-jarret. Donc on va utiliser ça sur les chevaux pour trancher les jarrets et donc stopper leur course. Aussi sur les hommes, mais aussi sur tout ce qui est système accordage, notamment tout ce qui est beffroi. Donc les beffrois, ce sont les grandes tours en bois qui permettent d'assiéger les remparts d'un château. Donc comme ils sont très lourds, ils sont mus par un système de poulies et de cordes, donc on va chercher à couper les cordes avec cette pointe. Une fois qu'il est stoppé, on va essayer de le brûler ou voilà. Et enfin on va terminer avec notre ancêtre de la balle moderne, donc le carreau court à longue queue, 10 cm entièrement métallique. Là on n'a pas de problème de foc, donc ce qu'on appelle le foc c'est la traînée générée par l'impulsion au départ, et donc il va faire onduler notre carreau sur sa ligne de tir. Contrairement à l'arc où la flèche est très grande et elle va onduler longtemps et perdre de l'énergie, notre carreau part comme une balle. Donc là, avec celui-ci, on avait une portée théorique de 450 mètres, ce qui n'est pas la portée pratique. Donc c'est vraiment la distance maximale où il pouvait aller. En moyenne, les tirs étaient faits à une centaine de mètres par les Génois, et c'est donc ces engins qui traversaient les armures. Alors il y a des régions qui sont quand même assez spécialisées. Moi j'irais vers les Italiens. Donc au niveau des Génois, qui avaient donc déjà de très fortes compagnies d'arbalétriers, ils étaient très doués, ils avaient des systèmes très évolués au niveau du chargement, comme au niveau de la visée. On commençait à avoir des compensations de visée, des organes de visée plus ou moins, des systèmes de détente démultipliés, parce qu'on ne peut plus utiliser un système de détente direct du fait de la tension de la corde, qui de plusieurs centaines de kilos. Manuellement, on ne pourrait pas décocher, donc il faut une démultiplication. Et ça, pour ma part, je pense que c'est les Italiens qui avaient les meilleures armes. Donc nous voilà arrivés au XVe siècle avec l'invention du cric. Donc l'arme complète va s'appeler un crâne-quin. C'était souvent des Génois qui étaient très doués et très bien payés. Ils pouvaient tuer un chevalier jusqu'à une centaine de mètres. Et on va mettre à peu près 20 minutes à charger l'arme. Donc ici c'est un cric non démultiplié vu que c'est une arme de démonstration, elle fait 150 livres. Donc ça sera beaucoup plus rapide. S'il n'a pas rouillé. Alors là ça m'a pris 30 secondes. Une arbalète, c'est suivant les modèles et toujours suivant les périodes. Moi, je dirais que ça prend quelques semaines, suivant la complexité. Au niveau du prix, c'est difficile à dire. J'imagine que ça coûterait à peu près le prix d'une voiture actuelle. Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Et au niveau de l'entretien, il n'y a pas grand-chose à entretenir. Déjà, on n'est pas obligé de débander l'arc à chaque fois comme sur un arc, ce qui évite la déformation. Le plus gros du travail, ça va être une lubrification du rail, des pièces mécaniques qui sont plus ou moins en rotation, et surtout les cordes. Les cordes qui étaient bien souvent en tendon et qui réagissent mal à l'hygrométrie et aux températures, donc qui peuvent s'allonger, raccourcir et casser en séchant, surtout quand on arrive sur des grosses puissances. Effectivement, l'arbalète est une arme très puissante, très redoutée, mais son inconvénient majeur, c'est le temps de rechargement. Pour les plus puissantes, on a aussi des armes qui peuvent se recharger à la main relativement rapidement, mais elles vont être moins puissantes. Donc, c'est à peu près équivalent à un arc, on ne sera pas plus protégé. Donc au niveau de la précision, par rapport à un arc, il y a deux écoles, parce que si on veut être précis, même à l'arc, c'est pas si simple. Quand on veut être précis, il faut avoir beaucoup d'expérience, pratiquer le tir, tirer beaucoup.
pour compenser tous ces devers, le fait qu'il n'y ait pas de visée aussi. Après, pour un tir de masse, un tir de suppression ou un tir en nuée comme faisaient les Anglais, ça pose pas de problème, inutile d'avoir une grosse formation. L'arbalète est plus facile à apprendre au niveau du tir. Si on a quelque chose de posé, on va pouvoir tranquillement épauler, viser et lâcher. On n'a pas cette tension à maintenir déjà. Mais on a les soucis de devers, de compensation, et de balistique aussi. À savoir qu'à l'époque, cette arme était quand même très redoutée. Je parle de l'arbalète en général. Parce que l'onde de choc était tellement énorme qu'on était tué sur le coup, quoi qu'il arrive. Contrairement avec un arc où ça va faire une blessure et on va mourir des blessures. L'arbalète, c'est vraiment le choc. Et on rapportait des fois que certains carreaux disparaissaient carrément dans les murs. Donc dans les joints des pierres, ils arrivaient à rentrer à l'intérieur. À savoir que c'est une arme qui a été créée pour traverser les boucliers, chose que l'arc ne peut pas faire. Et donc, en matière de défense, par exemple sur un château comme celui-ci, on a un rempart devant, on va se mettre en haut, les assaillants vont venir en bas, même s'ils ont des boucliers, ça passe au travers. Donc concernant la balistique propre de l'arbalète, qui est totalement différente de celle d'un arc, donc sans parler des problèmes majeurs de l'arc, donc ce qui est la traînée, l'empennage, tout ce qui va freiner notre flèche. Le nombre de points d'appui, à savoir qu'un carreau d'arbalète est guidé dans un rail, entre guillemets un rail, qu'un arc, il y a juste 2 appuis, la corde et le repose-flèche quand il y en a un. Donc balistiquement, l'arbalète est bien meilleure, elle ne va pas perdre de vitesse, elle va emmagasiner beaucoup plus d'énergie aussi. À savoir que la vitesse maximale est d'environ 100 mètres secondes pour un carreau. On ne peut pas faire plus à cause de l'élasticité, par exemple, que ce soit du métal ou du bois. Il arrive à ses limites. Son élasticité ne permet pas de lancer à des vitesses plus grandes. C'est pour ça qu'actuellement, on utilise des arcs qui peuvent être en fibre de carbone, fibre de verre, des systèmes à poulies qui vont donner plus de vitesse. Mais pas beaucoup. On va avoisiner les 130 mètres secondes pour les meilleures arbalètes dites type commando. Donc pour l'arbalète, on va essentiellement jouer sur la masse. À savoir que pour calculer une énergie, c'est E égale mv au carré sur 2. Donc ce qui donne une énergie en joules. Évidemment, la vitesse est au carré, donc c'est ce qu'on va chercher à augmenter, mais qu'on ne peut pas vu qu'on est au maximum. Donc il faut des masses beaucoup plus lourdes, et essayer de maintenir cette vitesse constante avoisinant les 100 mètres secondes. C'est pour ça qu'on va développer des arcs donc, de type ferreux, avec beaucoup de puissance, donc 600, 1200 livres, pour pouvoir emmagasiner assez d'énergie et pouvoir pousser ce carreau qui va faire en moyenne 70 grammes. Donc, ce qui va nous donner une puissance d'environ 35 kg/mètre, soit la puissance d'un 9 mm Parabellum, donc d'une arme moderne, mais avec une pénétration bien meilleure, étant donné que là on va avoir des carreaux pointus et non des ogives type cylindro-ogival qui n'ont pas de pénétration. Donc pourquoi 100 mètres secondes? Parce que simplement la détente d'une pièce métallique telle un arc atteint difficilement des vitesses supérieures. Encore à l'heure actuelle où on travaille avec des arcs en fibre de verre ou en carbone, les meilleurs, même avec des systèmes à poulies, atteignent 130 mètres secondes. Là, c'est un problème de détente. Donc, comme dans notre formule, c'est la vitesse qui est au carré, et qu'on ne peut pas augmenter la vitesse, on va forcément chercher à augmenter la masse. Donc plus de masse, donc il faut un arc plus puissant pour conserver cette vitesse. Moi, je dirais que l'arbalète était principalement utilisée pour la chasse quand même. Au niveau de la guerre, c'est plutôt une arme défensive. On peut quand même faire un siège avec, mais bon, c'est plus compliqué, surtout si on a des arcs en face. Pour la défense, c'est parfait, car c'est une arme extrêmement puissante qui permet de perforer des boucliers, des armures. Et elle est très bien aussi pour la chasse, puisqu'on a toujours ce système de visée où on n'a pas cette tension de l'arc à supporter. On peut viser tranquillement et on a une forte puissance de pénétration, notamment dans le gros gibier. Et on a utilisé cette arme encore assez longtemps, même au XVIIIe siècle, pour chasser. Donc ça, c'est une arbalète de chasse. Et en même temps, j'ai en profité pour vous montrer un peu les systèmes d'armement qui pouvaient être associés. Donc pour les cavaliers, notamment les chevaliers,
qui ne pouvaient pas descendre de leur cheval pour charger leur arme, il y avait le pied de biche, donc, que l'on vient positionner tel que ceci. Et donc avec un mouvement comme ceci, on vient charger l'arme. Donc à savoir que pour les cavaliers, il n'y avait pas d'étrier, il ne servait à rien. Il y avait simplement un anneau, un petit anneau pour pouvoir accrocher l'arbalète à la selle. Donc le crochet de ceinture qui lui est antérieur. Donc on vient placer la corde et ensuite on met son pied dans l'étrier et on vient tirer dessus jusqu'à l'armement. Elle a traversé le paillon. Ce qui s'est passé, c'est que la pointe en fait a continué son chemin malgré l'arrêt du fût. Donc là, l'énergie qui était donc dans le carreau, est partie au niveau de la pointe. L'arbalète avait quand même un impact assez fort, je dirais psychologiquement, au niveau des champs de bataille. Car c'est une arme très puissante qui permet de tuer à de grandes distances et avec une capacité de perforation assez énorme. Donc on peut perforer du bouclier, des armures, donc même les chevaliers n'étaient pas à l'abri. Donc voilà, elle était très 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 redoutée. Mais ça n'a pas eu autant d'impact qu'un arc, parce que les compagnies d'archers étaient quand même beaucoup plus nombreux, et les tirs en nuée, donc ces tirs balistiques, où on voyait beaucoup de flèches arriver, et on ne savait pas trop où elles allaient tomber. Donc je dirais que sur un champ de bataille, c'était pas le mieux à utiliser. Donc là on arrive sur des arcs de type ferreux, on ne parle plus de bois, de cornes, là il nous faut vraiment de la puissance. Qui dit puissance dit difficulté à armer. Comme vous avez vu avant, charger à la main ça commence à devenir difficile. Donc sur des arcs qui peuvent atteindre 400, 600, voire jusqu'à 1200 livres au XVe siècle, c'est impossible à charger à la main. Donc il nous faut des systèmes. Alors ici on a le moufle au XIVe, donc qui est quand même quelque chose d'assez simple. Ça va, il n'y en a pas pour 20 minutes à charger, contrairement au cric. Donc là on tourne la manivelle jusqu'à arriver à la noix. Donc ce que j'appelle la noix, c'est l'endroit où vient se positionner la corde. Et même principe, on va positionner un carreau. Ça fera 2 de moins. Donc là celui-ci a tapé un peu haut dans le blason, il a traversé, il a éclaté dans le mur. Alors en temps de guerre, on va dire que oui, c'était plus facile de former des archers. Donc toujours dans le principe d'un tir de masse, on ne parle pas de précision, on pouvait enrouler n'importe qui et dire tiens, voilà un arc, ça roule. Donc une arbalète, bon, il faut quand même la maîtriser. Même si c'est plus simple au niveau de la visée, il y a quand même toute une maîtrise à avoir. Tant au niveau du chargement que de la visée, du contrôle du devers, de la compensation du tir, et aussi du maintien de l'arme au moment de la décoche, car l'arc a une tendance à pousser vers l'avant. Donc une arme mal tenue va perdre de la puissance, vu qu'une partie va être absorbée par ce recul qui n'en est pas un, vu que c'est un avancement. Mais pour moi, oui, c'est quand même plus facile d'être archer pour le tir de masse. Alors les arbalétriers, c'était quand même une élite à l'époque. On faisait appel, surtout au XVe siècle, à des mercenaires, notamment génois, enfin surtout sous Charles VII, qui avait une garde assez, énormément composée de ces mercenaires, qui étaient des mercenaires qui étaient fortement payés, fortement équipés, et même souvent plus que les chevaliers eux-mêmes. Ils avaient un bien meilleur matériel, de bien meilleurs soldes. Donc ça en faisait quand même une élite. Sous Charles VII, il avait formé toute sa garde, enfin une grosse partie de sa garde, avec des arbalétriers génois, donc ces fameux mercenaires italiens qui étaient redoutés de par leur précision. On
pouvait quand même tuer un chevalier à une centaine de mètres. Et ils étaient très très bien équipés. L'arc a été pris en grippe par l'Église, effectivement, mais je pense peut-être beaucoup moins que l'arbalète, qui était plutôt appelée, dénommée comme l'arme du diable. Donc une arme aussi perfide d'ailleurs qu'un arc, qui permet de tuer à distance, mais à plus grande distance. Donc là, même les protections les plus évoluées pour l'époque ne pouvaient pas lui résister. Et les chevaliers en avaient très peur, car eux, ils vouaient leur vie à cet art de la guerre, donc au combat au corps à corps. Et grossièrement, ils pouvaient se faire dégommer à 100 mètres. Donc, mais ils l'utilisaient eux-mêmes, hein, notamment au Moyen-Orient. La plus courante, c'était bien sûr l'excommunication, l'anathème, donc cette fameuse malédiction, donc qui était valable aussi bien pour l'utilisateur, donc qui pouvait être chevalier ou simple arbalétrier, mais aussi bien pour les vendeurs que pour les fabricants. Et il y a eu donc plusieurs interdictions, donc notamment le deuxième concile de Latran en 1139, qui a été confirmé par le pape Innocent II en 1143. Donc déjà, sous Richard Cœur de Lion, c'était déjà interdit, ce qui n'y a pas. Et il a quand même créé ses troupes d'arbalétriers, comme quoi il n'avait pas peur de ça. Donc cette interdiction ne fonctionnait pas. Et, elle a été réitérée donc en 1205 et confirmée par le pape Innocent III à cette période, mais ça n'a toujours pas été respecté de toute façon. Y a-t-il eu des condamnations ? Ça, on ne sait pas trop. Alors, Richard Cœur de Lion est effectivement été touché par un tir d'arbalète, donc en 1199. Bon, on n'est pas trop sûr des sources, mais ça serait a priori un dénommé Pierre Basile, qui serait un chevalier de petite noblesse, donc sur le territoire de Firbex. Le tir aurait été un tir totalement hasardeux, car il ne savait même pas que Richard Cœur de Lion était sur place à ce moment. Il aurait été touché donc, à l'épaule gauche. Ensuite, Richard Cœur de Lion aurait arraché le carreau de la plaie. Et heureusement que les armes n'étaient pas trop puissantes à cette époque. Mais il serait mort d'une gangrène de toute façon, visiblement. Au moment de l'apparition des débuts de l'artillerie, donc milieu XVe siècle, on ne peut pas dire que l'arbalète s'est déclinée, pas tout de suite, car on avait quand même une arme relativement puissante, fiable et précise, et très bien utilisée par les Génois. Contrairement au début balbutiant de l'artillerie avec les premiers traits à poudre, qui étaient imprécis, qui servaient plutôt à des tirs de masse, pas forcément à grande distance, car les canons des traits à poudre étaient courts, dépourvus de rayures, ça n'existait pas à l'époque. Sans parler des longs feux qui arrivaient, donc c'est en fait comme il n'y a pas d'inflammation de la poudre, mais qu'il y a quand même un risque de départ, donc on est obligé d'attendre. Donc c'est une arme qui était peu fiable, qu'on ne pouvait pas recharger trop vite non plus, parce qu'après avoir tiré, le canon étant chaud, si on remet de la poudre noire dedans, elle risque de s'enflammer aussitôt. Donc l'arbalète n'est pas morte tout de suite, on va dire. Je dirais que l'arbalète c'est moins démocratisé actuellement, pour les mêmes principes qu'au Moyen-Âge d'ailleurs. C'est toujours une méconnaissance de l'arme et son prix assez élevé. Maintenant, il y a quand même, on tire en FFT, donc pour tout ce qui est arbalète match, field, et il y a aussi une discipline, une fédération donc, qui est l'IAU, une fédération allemande, donc qui pratique le tir donc en field, mais à des plus grandes distances. Il y a toujours les tirs traditionnels dans le nord de la France, donc l'arbalète à balancier, le tir à la perche, qu'on peut retrouver aussi avec l'arc. Mais c'est quelque chose qui est resté surtout dans le nord de la France et en Belgique. Mais c'est vrai que pour le traditionnel.
Après, au niveau FFT, bon, c'est vrai que ça se répand un peu moins. Au 3e week-end de septembre, donc tous les ans, donc pendant les journées du patrimoine, nous organisons donc au château fort de Sedan un tournoi d'archerie et d'arbalestrerie. Donc en 2021, on a fait évoluer ce tournoi en faisant un tir à l'intérieur même du château, donc avec un parcours, avec des épreuves totalement différentes, hors tir sur cible évidemment, avec des tirs en devers, des tirs dans l'obscurité. Donc c'est assez intéressant, donc ceux qui sont intéressés peuvent tirer aussi à ce tournoi.